Un, deux. Chers collègues, je vous propose, avec un petit peu de retard, qu'on puisse commencer nos travaux, mais on attendait quelques personnes qui étaient sur la route de la Motte-en-Bauge. Peut-être que certains, d'ailleurs, pour certaines et certains, c'est peut-être la première fois qu'on leur donne cette chance d'être à la Motte-en-Bauge ce soir. C'est un des plaisirs de cette agglomération d'avoir des territoires très divers, à la fois parfois très urbains et ce soir très rural, qui fait aussi la qualité et l'attractivité de notre agglomération de Grand Chambéry. Alors, je vous laisse simplement vous indiquer qu'évidemment, le quorum est largement atteint. Je ne sais pas si c'est l'effet Matouille qui a fait son œuvre, mais en tout état de cause, je sais qu'on va la préparer pour qu'aux alentours de 20h, elle puisse être prête. C'est en tout cas ce que l'on m'a indiqué. Voilà. Je vais donner quand même la liste des personnes absentes qui ont donné un pouvoir. En l'occurrence, Isabelle Gindre qui a donné un pouvoir à Jolène Audoux. Christian Berthomier qui a donné un pouvoir à Damien Regueras jusqu'à son arrivée, puisqu'il nous a prévenu qu'il serait en retard. Mélissa Bernard à Luc Berthoud. Jocelyne Gougou à Jacques Henriot. Magali Martin à Loïs Chassot. Julien Donzel à Valentin Hachem. Cécile Mériguet à Vincent Patet. Christina Vironne à Laura Kirani. Pierre Duperrier à Philippe Ferrari, Thomas Jossuin à Alain Caraco, Alexandre Génaro à Michel Dien, Jean-Marc Léoutre à Daniel Rochex, Mélanie Meunier à Isabelle Duneau, Jean-Pierre Cassaza à Florence Bourgeois, Jean-Benoît Serino à Bernard Grolier, Damien Encrenaz à Franck Morat, Marie-Ève Berny à Arthur Boisneveu, Corinne Charles à Florian Pénaroyas, Stéphane Bochet est représenté par Johan Genepin et Grégory Bazin a donné un pouvoir à Vincent Boulnois. Voilà, il en sera donc tenu compte pour les votes qui seront faits à l'occasion de cette séance, mais je ne veux pas commencer cette séance sans que le maire qui nous accueille puisse s'exprimer avant le premier rapport. Cher Damien. C'est bon, ça fonctionne. Bonsoir à tous, bienvenue à la Motte-en-Bauge et pas à la Motte-Servolex, parce que Luc a failli se perdre entre les deux communes. C'est pour ça qu'il est un petit peu en retard. Non, je plaisante, Luc. Merci d'être là et d'avoir bravé les kilomètres et les cols pour arriver chez nous, parfois des travaux. En tout cas, bienvenue. Le conseil municipal se joint à moi pour vous remercier d'être venu réaliser ce conseil communautaire ici à la Motte-en-Bauge, et on espérera que vous y passerez un bon moment. Surtout, ne partez pas trop vite. Il y a un petit encart à la fin. En tout cas, la commune de la Motte, aujourd'hui, 543 habitants. Voilà, on a 5 exploitations agricoles sur la commune. Et bien évidemment, nous avons quelques artisans et un commerce qu'on est heureux de voir rouvrir ses portes ces dernières semaines. Donc, la Motte-en-Bauge a un dénivelé, on monte jusqu'à quasiment 1450 mètres d'altitude, jusqu'aux îles du Chéran, qui se situent au carrefour du Châtelard et de l'Écheren, sur la base des îles du Chéran, en bas sur la base de loisirs. Et bien sûr, on a notre plan d'eau, pour ne pas dire nos plans d'eau, puisque nous avons plusieurs plans d'eau sur le secteur. Je regarde Vincent qui sourit, mais effectivement, il y a plusieurs plans d'eau. Le Châtelard, la commune de l'Écheren, son maire ici, et la Motte, dont nous avons une entente intercommunale pour la gestion aussi de notre secteur des îles du Chéran. Donc on est fiers d'avoir un secteur touristique qui répond pleinement surtout à la situation météorologique qu'on vit en ce moment de par la recherche de fraîcheur par le tourisme et nos habitants dans des points comme ceux-ci qui nous permettent de se rafraîchir ici quand même en moyenne montagne.
Donc on est aussi heureux d'accueillir pas mal d'habitants de la Combe, de la Cluse de Chambéry qui montent aussi beaucoup sur notre territoire. Et donc aujourd'hui, on en est fiers de faire partie de Grand Chambéry. Voilà. En tout cas, Monsieur le Président, je vous laisse la main et merci à tous. Merci Damien pour ton accueil. On a pu vérifier cet après-midi effectivement qu'il y avait beaucoup de touristes en allant visiter les projets qui seront portés notamment par le SMIAC, un de ces satellites dans lequel le Grand Chambéry est présent, et il y avait beaucoup de gens qui prenaient le frais dans l'eau du Chéran. Ça donnait envie, même on n'était malheureusement pas équipés pour les rejoindre. Mais en tout état de cause, on a pu effectivement voir qu'il y avait des touristes, et c'est une bonne chose ici dans le massif des Bauges, qui investit beaucoup, notamment sur le tourisme 4 saisons. Je vais indiquer que le Benjamin de l'Assemblée est donc nommé secrétaire de séance. En l'occurrence, c'est Émilien Vanlemans, que j'ai vu, qui est bien présent. Avant de commencer, je voudrais savoir si, sur le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire que vous avez reçu, celui du 11 juin dernier, vous avez des remarques à faire sur son contenu, ou dans la négative, je considérais qu'il est donc adopté tel qu'il vous a été adressé. Pas de difficulté. Merci beaucoup. On a vérifié avec les services qu'il n'y avait pas de problème de déport d'élus sur les délibérations qui nous étaient proposées ce soir. Alors, notre ordre du jour comporte 19 dossiers. C'est un ordre du jour qui est un peu allégé, mais sur lesquels néanmoins certaines décisions devaient être prises durant l'été, d'où l'organisation. Ça n'a d'ailleurs pas été très facile de trouver une date qui soit compatible avec beaucoup d'événements sportifs ou autres qui se déroulent. Mais en l'occurrence, ce soir, je crois qu'il n'y a pas de concurrence de cette nature. C'est une bonne chose. Et ce qui me ravit, c'est que vous soyez nombreux à être venus ici, puisque pour celles et ceux qui sont nouveaux élus, c'est une tradition que faire le Conseil communautaire de l'été dans le massif des Bauges. J'espère qu'on pourra maintenir cette tradition dans les années qui viennent. 19 rapports. Nous en avons 4 en détaillé. Donc je vais lire la liste des rapports simplifiés, ce qui permettra de rappeler à votre bon souvenir ces rapports que vous avez reçus évidemment toutes et tous en rapport imprimé ou sur vos tablettes, effectivement, que vous avez pour certains devant les yeux. En administration générale, on a l'approbation du règlement intérieur de la commission d'appel d'offres de Grand Chambéry. Agriculture et sylviculture, le fonds de soutien aux manifestations agricoles qui est sollicité pour une subvention aux jeunes agriculteurs de Savoie pour l'organisation de la fête de la terre qui aura lieu à la Motte-Servolex. En matière de déchets, des attributions de subventions à 2 associations qui sont bien connues, Enfin Réemploi et l'association Solucir. En matière de démocratie participative, c'est l'installation et la composition de la commission intercommunale de l'accessibilité aux personnes handicapées, avec un certain nombre donc d'élus, mais aussi d'associations et personnes qualifiées sur ces sujets-là. Eau et assainissement, nous avons une aide financière pour une association qui œuvre notamment pour des problèmes d'adduction d'eau dans le sud du Maroc, là où nous avons déjà une coopération établie depuis plusieurs années et qui est suivie par Daniel Rochex. Le remplacement d'un représentant d'une commune, en l'occurrence de Montagneul, sur le conseil d'exploitation des régies de l'eau et de l'assainissement. Nous avons l'attribution en matière culture et sport d'intérêt communautaire à Chambéry Cyclisme Organisation pour une compétition nationale qui a été organisée. Sur les finances, la commission intercommunale des impôts directs, nous avons établi une liste qui est adressée à la direction départementale des finances publiques, et au sein de cette liste,
une dizaine de personnes seront retenues pour siéger au sein de la commission intercommunale des impôts directs. Il y a la liste aussi de la création de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, sur la base des indications qui ont été faites par l'ensemble des communes. Nous avons l'approbation d'un avenant sur une convention entre Grand Chambéry et la région Auvergne-Rhône-Alpes relative aux conditions d'application d'une tarification multimodale combinée TER et synchromobilité. En matière de ressources humaines, une modification du tableau des effectifs, on passe ça régulièrement, et également une délibération visant à attribuer des moyens humains au fonctionnement d'un groupe politique qui était constitué au sein de notre Assemblée. En matière de système d'information, approbation de la politique de sécurité de l'information. Et enfin, en matière de tourisme, l'attribution d'une subvention au titre du rayonnement du territoire pour l'organisation du SAMC Biathlon Summer Tour, qui, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est une session, on va dire, estivale de biathlon, avec des biathlètes qui font des compétitions, notamment sur ski à roulettes. Et il y a souvent, d'ailleurs, des athlètes de niveau international et des membres de l'équipe de France. Ça se place sur le secteur de la FECLA. Sur ces rapports simplifiés, y a-t-il des questions à poser aux vice-présidents qui sont en charge de ces dossiers? Je n'en vois pas. Je vais donc le mettre au vote, ces 16 rapports. Y a-t-il des oppositions sur l'adoption de ces 16 rapports simplifiés? Non. Des abstentions non plus. Je vous remercie. Ils sont donc adoptés, vont permettre d'avancer sur tous les dossiers que traitent ces rapports. Et je vais passer donc au rapport suivant, le numéro 16, qui est un dossier de préfiguration du service express régional métropolitain, le SERM. C'est Alain Caraco qui va nous le présenter, et je pense que c'est une belle opportunité pour certains nouveaux élus de comprendre l'intérêt et l'ampleur de ce dossier qui va se dérouler sur les années qui sont devant nous, et sur un sujet que nous présentons comme candidature avec, mais cela va vous être dit, d'autres EPCI qui, nous l'espérons, sera retenu par l'État à l'occasion d'un appel à manifestation d'intérêt qui a été fait à l'échelon national. Alain Caraco, c'est à toi. Vous m'entendez? Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, chers collègues. Je recule un peu. Je vais me mettre comme ça parce que sinon, j'arrive pas à voir le diaporama. Donc, SERM, Service Express Régional Métropolitain. Comme l'a dit le Président, pour les nouveaux, c'est une façon d'embarquer. Pour les anciens, ils l'ont entendu souvent, mais on va dire que ça sera une façon de réviser. Donc, la démarche SERM. On va passer à la suivante. Le territoire, c'est quoi? C'est celui de Métropole Savoie plus celui de l'avant-pays. Donc, on voit au nord Grand Lac, au centre Grand Chambéry, au sud Cœur de Savoie et à l'ouest le syndicat mixte de l'avant-pays savoyard qui se compose lui-même de 3 communautés de communes. Vous voyez des flèches également parce que même si ce territoire-là correspond à une réalité en termes de mobilité, il a inévitablement des interactions avec les territoires voisins. On a représenté les principales. On va passer à la suivante. Alors, le SERM, c'est une démarche nationale qui, par chance, est arrivée au bon moment. C'est la loi du 27 décembre 2023 qui, je vous le dis, était d'ailleurs non pas une loi d'initiative gouvernementale, mais bien une proposition de loi d'un parlementaire, mais qui a été votée à une très large majorité. L'histoire, ça vient, vous en avez peut-être le souvenir, du président de la République qui, interviewé par 2, je ne sais pas ce qu'on dit, blogueurs, youtubeurs, etc., dit un jour, ça serait bien qu'on fasse quand même une dizaine de RER dans les grandes métropoles en France et que ce ne soit pas seulement en Île-de-France.
Et puis l'idée a fait son chemin. Il y avait eu également une étude de SNCF Réseau qui avait identifié 25 territoires où il y avait des choses à faire, dont le nôtre. Et finalement, il y a un député qui a dit « mais il faut qu'on organise tout ça » et il est tombé au bon moment. Donc, le terme qui a été retenu, c'est service express régional métropolitain, pour éviter le terme de RER qui, en France, a une connotation trop francilienne, qui correspond à une densité et une quantité de population qui n'a aucun rapport à ce qu'on aura sur le restant du territoire. C'est d'abord un service, c'est le mot le plus important. C'est une offre multimodale de transport collectif qui consiste d'abord à utiliser intelligemment le ferroviaire existant et à l'améliorer. Et on le verra sur les cartes, notre territoire s'y prête assez bien. C'est également intégrer un transport routier au niveau de service, c'est-à-dire en gros du bus et du car, mais de qualité. Intégrer les réseaux cyclables. Il y a d'autres choses qui auraient pu servir. Alors, un covoiturage, autopartage aussi, ça a du sens chez nous. Transport guidé, c'est-à-dire le tramway, non, ça a peu de chances d'aboutir chez nous, notamment pour des raisons financières et également de capacité des voiries. Et puis tout ça, c'est structuré par des nœuds qui sont les pôles d'échange multimodal. Multimodaux, s'il y en a plusieurs, principalement les gares ferroviaires, mais pas uniquement. Il y a des nœuds qui peuvent être également uniquement routiers. Les objectifs, c'est l'amélioration de la qualité des transports du quotidien, la réduction de la pollution de l'air, la promotion du report modal et la lutte contre l'autosolisme. Alors, deux termes qui sont évidents pour les gens qui baignent dedans, on va quand même les expliciter ici. Le report modal, c'est tout simplement de changer de mode de déplacement, pas forcément tous les jours d'ailleurs, ni en toutes circonstances, mais faire qu'il y ait moins de gens qui se déplacent en voiture, et du même coup, qu'ils puissent continuer à trouver d'autres solutions, on va dire, moins polluantes, moins consommatrices d'espace. Et l'autosolisme, c'est de faire que l'automobile qui, habituellement, a au moins 4, sinon 5 places, ne soit pas utilisée seulement par une seule personne et que ces places qui sont déjà produites, on dirait, en économie, elles servent. Alors, sûrement pas 5 tout le temps, mais passer simplement de 1 à 2 et rêvons un peu de 2 à 3, ça aurait un impact extraordinaire. Ça permet également d'avoir un bon désenclavement des territoires. Et puis, pour que les solutions alternatives à la voiture fonctionnent bien, il faut une bonne interopérabilité, c'est-à-dire essentiellement que les itinéraires et les horaires soient conçus pour fonctionner ensemble, que le système d'information voyageurs sache comment on passe d'un transport, permettre de savoir comment on passe d'un transport à l'autre, et qu'également la tarification et le système de vente permettent d'acheter facilement, idéalement, un billet ou un abonnement de là d'où je pars vers là où je vais, sans se poser la question de si on a pris un réseau de bus, puis le train, puis encore un autre réseau de bus. Voilà, on va passer à la suivante. Alors, tout ça, ça a donné un protocole avec deux termes à retenir qui sont la labellisation et le dépôt de statut. La labellisation, en gros, c'est le droit à concourir. C'est le droit, à partir d'un dossier dit dossier minute, d'une déclaration d'intention, on va dire. La nôtre faisait, je ne sais plus combien, une 50aine de pages peut-être, de dire qui était autour de la table et ce qu'on voulait faire. Et on a fait partie des 15 premiers labellisés le 27 juin 2024. La labellisation nous permettait notamment d'avoir des études détaillées, financées complètement par l'État, coordonnées par la SGP, la Société des Grands Projets, anciennement Société du Grand Paris, ce qui nous a permis d'aller à un dossier beaucoup plus développé. Et le dossier en fait qu'on a déposé, il fait annexe incluse plutôt aux alentours de 1000 pages. Donc vous voyez qu'on n'a pas trop perdu de temps pendant un an. Il y a eu toute cette phase de préfiguration où il y avait à la fois du dialogue et de l'étude. Et ce à quoi on concourt maintenant, c'est l'octroi du statut de SERM. Si nous obtenons le statut de SERM et les bruits de couloir laissent penser que notre dossier est assez complet, qu'il est
plutôt dans la dizaine de ceux qui sont considérés comme prêts. Si nous l'obtenons, nous pourrons passer à la phase de conception détaillée et de réalisation. Alors, on va aller un poil plus loin. On a eu une autre démarche. En fait, il y a eu 2 démarches locales qui se sont rencontrées de façon assez opportune. Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale qu'avait mené Métropole Savoie, qui a été voté à la fin, pas du mandat précédent, mais de celui encore un peu avant, tout début 2020, notait notamment qu'il était important de s'appuyer sur le train pour avoir un réseau structurant pour nos transports en commun. Donc on a déjà pu partir là-dessus. Et d'autre part, les 3 EPCI limitrophes qui correspondent à Métropole Savoie parlaient depuis, je dirais, quasiment 20 ans de faire de la coopération et ont bien avancé lors du mandat précédent en créant un syndicat mixte, le CIMOS, le syndicat des mobilités de l'Ouest savoyard, pour organiser tout ça. Le syndicat des mobilités de l'Ouest savoyard a voté à l'unanimité, c'était en décembre 25, donc à la fin du dernier mandat, un schéma métropolitain des mobilités qui, en gros, comprend tout le SERM sauf le train. Pourquoi ? Parce que tout est à notre portée et de notre compétence, sauf les questions ferroviaires qui supposent d'avoir le soutien de l'État dont l'opérateur, notamment pour les infrastructures, c'est la SNCF dans sa branche SNCF Réseau, et de la région qui est l'autorité organisatrice des TER. Donc, si vous voulez, le SERM, c'est quoi ? C'est le schéma métropolitain des mobilités pour tout ce qui est bus, car, vélo, autopartage, covoiturage, plus le train qui dépend de la région, et plus l'avant-pays savoyard qui n'est pas dans notre périmètre et qui n'a pas pu y entrer parce que l'avant-pays savoyard n'a pas pris la compétence mobilité et l'a laissée à la région. On va avancer, voilà. L'offre telle qu'on l'imagine et qu'on l'a déposée, c'est pas très lisible à cette échelle-là, mais vous avez le document, vous avez eu le document de 90 pages, je crois, avec le dossier, et tout ça, on vous le diffusera. C'est déjà de s'appuyer sur des lignes d'autocar. Alors, soit des lignes d'autocar existantes, c'est plutôt ce qui concerne l'avant-pays, soit 2 lignes d'autocar à créer qui seront prises en charge par le CIMOS, qui sont des cars express, qui pourraient avoir une fréquence élevée, de l'ordre de 20 minutes, avec relativement peu d'arrêts, une bonne desserte notamment et des parkings périphériques et des zones industrielles qui sont éloignées du chemin de fer, qui sont finalement ces 2 lignes, une au sud, une au nord de Chambéry, assez parallèles à la ligne de train, mais qui s'en écartent justement pour desservir les zones où le train ne passe pas. Il y aura également dans le paquet un site PropBus pour desservir Technolac, et puis différents pôles d'échange multimodaux, notamment une gare routière à la Cassine et un pôle d'échange également à Bois-Plan. On va passer à la suite. Le réseau cyclable, c'est en fait connecter les réseaux cyclables des différents EPCI qui constituent le périmètre du SERM. Alors, vous verrez qu'au centre, il n'y a pas grand-chose, c'est volontaire, c'est parce que le réseau cyclable de Grand Chambéry est en fait d'ores et déjà le plus développé, ce qui ne veut pas dire qu'il est fini, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ce sur quoi on insiste le plus, c'est finalement les territoires les plus ruraux, c'est-à-dire Cœur de Savoie et Grand Lac, Grand Lac est assez avancé, un peu moins que nous, mais pas mal aussi. C'est surtout l'avant-pays et Cœur de Savoie, où ça va faire beaucoup de linéaires pour pas beaucoup de population et forcément des coûts élevés, donc ça mettra un peu de temps à se faire. Ensuite, le covoiturage, on a déjà fait pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qui gagne à être soutenu. Je vous rappelle qu'en heure de pointe, il y a quelque chose comme 1,1 personne à bord de chaque voiture. Et comme tout le monde, en heure de pointe, se déplace en même temps, c'est là où on a toute la saturation. Donc, arriver à passer progressivement simplement à 2, ça permettrait à infrastructure constante des gains extraordinaires.
Et puis les services à la mobilité, pourquoi? Parce qu'il y a du changement d'habitude. Quand on a été éduqué à se déplacer en voiture et uniquement en voiture pour tout, le propre de la voiture, c'est qu'on peut tout faire avec. Et il y a des circonstances dans lesquelles elle est irremplaçable. Dans d'autres, elle est remplaçable, mais ça nécessite du changement d'habitude. Et pour ça, il y a besoin de l'accompagnement également. C'est ce qu'on appelle les services à la mobilité. Alors, sur le ferroviaire, à court terme, ce qu'il faut retenir, le court terme pourrait être, si les choses se passent bien, fin 2028, début 2029. Arriver à... Alors, il y a deux courts termes, en fait. Il y a le court terme sur on va dire la moyenne distance, c'est-à-dire Chambéry-Grenoble et Chambéry-Annecy. Ça serait d'arriver déjà à avoir des 2 trains par heure, disons à peu près toutes les demi-heures, toute la journée, y compris de tôt le matin et tard le soir, y compris le week-end, et ça, c'est une trame. Et puis, le deuxième serait plutôt fin 2032, début 2033, d'arriver à rajouter 3 trains périurbains qui, eux, feraient exclusivement la liaison Aix-les-Bains, Chambéry, Montmélian, avec, le cas échéant, des gares intermédiaires. L'étape suivante consisterait à rajouter un 4e train périurbain, ainsi qu'un train périurbain supplémentaire en direction du pont de Beauvoisin avec plusieurs arrêts. Et l'étape d'encore après, il doit y avoir une diapo, si elle veut bien venir. Voilà, c'est en fait une étape qui dépend essentiellement de la région, qui pense que ça serait le moment qui serait mûr pour passer de 1 train par heure en direction de Lyon à 2, ce qui aurait également un avantage en matière de desserte de l'avant-pays savoyard. Vous avez un petit tableau qui récapitule tout ça, où vous voyez qu'en colonne, vous avez les échéances temporelles et en ligne, les différents modes de transport. Je ne vous le relis pas, mais il a le mérite de synthétiser tout ça au mieux. Ce qu'on appelle, dans le langage de la Société des grands projets, la chronique des coûts. Alors, des vrais sous, voilà. C'est très cher. La première estimation, sachant que le but de l'exercice, c'était de rassembler tout ce qu'on pouvait faire et puis de faire une addition et de regarder ce que ça donnait en bas, ça nous donne 950 millions d'euros, auxquels il faudra ajouter des travaux sur les passages à niveau, mais l'étude n'a pas encore été faite. Donc SNCF Réseau, très prudent, nous dit qu'il pourrait y en avoir entre 150 et 400 millions. C'est une fourchette très large. Quand vous regardez le détail, vous voyez quoi? Vous voyez une grosse part du reblochon qui est rose. C'est des travaux sur l'infrastructure ferroviaire qui, de toute façon, se feront, serme ou pas. Vous voyez la part violette qui est également très importante. C'est le renouvellement du matériel ferroviaire par la région qui se fera aussi. Vous avez sûrement entendu parler de la suppression ces jours-ci de circulation de trains de rames corail dont la climatisation, qui était un progrès extraordinaire au début des années 70, fonctionnait très bien pour résister à 30 degrés, mais ne fonctionne pas à 40. Donc voilà, c'est du matériel roulant qui va sur le demi-siècle. De toute façon, on le renouvellera. Donc ça fait déjà un petit peu moins peur. On voit que nos affaires proprement dites, c'est en dépenses un petit quart. Vous avez après comment ça s'étale dans le temps. Là, on ne va pas le commenter aujourd'hui peut-être. On va passer au suivant, qui redit un peu ce que je vous ai dit pour recontextualiser. Le ferroviaire, c'est plus de 700 millions. La partie donc non ferroviaire, c'est un peu plus de 200. Vous voyez que, par exemple, le paquet Grand Chambéry, c'est 50 millions. Dans les 50 millions, vous avez le dépôt de bus qui est déjà lancé pour estimer à 22 millions. Sur 10 ans d'aménagement cyclable, c'est 25 millions. Donc, vous voyez que finalement, les vraies dépenses nouvelles, c'est de l'ordre de 3 millions. Le vrai intérêt du CERN, c'est pas de faire de plein de nouvelles dépenses, c'est d'arriver à organiser et à coordonner correctement tout ce que, de toute façon, on avait prévu de faire. Et sur le périmètre du CIMOS, il y a des aménagements de pôles d'échange multimodaux. Il y a le fameux site propre entre Chambéry et Technolac dont on parle depuis au moins 2 mandats et des aménagements connexes. On va avancer.
Là, il y aura forcément du coût de fonctionnement qui, j'entre pas dans le détail aujourd'hui, mais est finançable. Il y a parmi les possibilités de financement le fait, si nous obtenons donc le statut de SERM, ça nous permettra d'employer également le dispositif qui a servi à financer notamment le métro du Grand Paris Express, c'est-à-dire le droit de faire un emprunt via une société de projet sur la durée. On n'est pas obligé de le faire, mais ça peut nous apporter une souplesse supplémentaire. Voilà. Alors, on revient sur notre histoire de calendrier. Donc, normalement, il y a un petit... Non, il y avait pas un diagramme avant? Non. Alors, il est après? Peu importe. Voilà, c'est celui-là, à mon avis, le plus important. Donc, on se retrouve, on est exactement entre le point 2 et le point 3. Pour ceux qui étaient là au mandat précédent, ils vont dire « mais c'est exactement ce qu'on a voté le 5 février ». Oui, c'est exactement ce qu'on a voté le 5 février. Pourquoi on doit repasser? C'est parce que le 5 février, on était capable de mettre dans le dossier un dossier d'une centaine de pages, qui était la synthèse, mais toutes les annexes n'avaient pas encore été réunies. Depuis, le dossier a été voté par la région avec les annexes, et la Société des grands projets nous a conseillé, pour sécuriser juridiquement l'affaire, qu'on revote tous le dossier complet. Voilà. Je sais pas si, je pense qu'en avoir dit assez déjà pour le moment, et je peux bien sûr répondre à vos questions. Merci Alain pour cette présentation. Bon, chacun mesure bien l'importance de ce dossier pour Grand Chambéry, mais bien au-delà pour une grande partie la partie la plus peuplée, en tout cas du département de la Savoie. Chacun mesure bien aussi l'immensité des investissements qui seront à réaliser et la part que Grand Chambéry devra prendre, de l'ordre d'une 50aine de millions d'euros, indépendamment du fait que nous devrons travailler d'une façon très fine avec Cœur de Savoie et Grand Lac pour améliorer, au-delà de ces investissements, l'organisation des transports bus pour qu'ils soient mieux interconnectés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Bon, moi, je me réjouis qu'on vote de nouveau, finalement, ce rapport qui a été voté le 5 février sans les annexes. Ça donne la possibilité d'avoir cette présentation sur ce dossier qui est un dossier majeur. Ce qu'il faut aussi savoir, mais je parle sous le contrôle d'Alain Caraco qui suit ça avec les services d'une façon très très précise, c'est qu'il y a, je crois, 28 dossiers en France susceptibles d'être agréés, on doit être dans la dizaine. Oui, il y en a 28 qui ont été labellisés, donc nous on faisait partie des 15 premiers. Il y a eu une deuxième vague qui a dû faire monter à 24, et puis après il y en a encore 4 qui sont arrivés au fil de l'eau. Et les bruits de couloir que je peux avoir, on va dire, des gens qui travaillent sur ces dossiers au niveau central disent qu'il y en a une dizaine qui sont considérés comme à peu près prêts et qui pourraient être obtenir le statut, sous réserve, bien sûr, que l'État se décide à distribuer des statuts. Voilà, et que dans cette dizaine de dossiers, il y aurait notamment celui sur lequel vous vous prononcez ce soir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui veut dire que le travail aussi... Et je veux remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis plusieurs mois, travaillent d'arrache-pied sur ce dossier d'une très grande complexité. Vous avez vu le volume qui vous a été adressé, c'est 90 pages. En fait, c'est un condensé, hein. Ce n'est pas tout le dossier. C'est un résumé qu'on a souhaité le plus digeste possible. Et alors, je remercie non seulement les agents de l'agglomération qui travaillent sur ce dossier, M. Courtine au premier rang, mais également nos collègues élus des autres territoires qui sont concernés pour ce portage, puisque vous avez bien compris que c'est un dossier avec beaucoup de collectivités territoriales qui vont déposer un dossier unique auprès de l'État, et donc on espère que le ministre des Transports, effectivement, sera autorisé à donner un feu vert pour avancer d'une façon plus concrète sur ces perspectives d'organisation nouvelle des transports dans les années qui viennent, avec plusieurs étapes.
Il y a encore des incertitudes sur des financements, hein. Pour faire circuler plus de trains avec un meilleur cadencement, il faut notamment supprimer un certain nombre de passages à niveau, probablement une trentaine. Et la fourchette, effectivement, pour la suppression de ces passages à niveau de l'aveu même de la SNCF, c'est entre 140 et 400 millions d'euros. Donc vous voyez bien qu'eux-mêmes ne sont pas encore complètement prêts pour nous donner des chiffres concrets, même si je veux aussi rassurer, c'est que ces suppressions de passages à niveau ne seront pas à charge des collectivités territoriales, mais de l'opérateur ferroviaire. Voilà un dossier énorme qui va mobiliser les élus de ce territoire sur plusieurs mandats. Et vous aurez donc l'occasion, pour celles et ceux qui seront dans des mandats dans les années qui viennent, de pouvoir voir les différentes étapes d'application et de livraison de nouvelles offres de transport qui sont vraiment nécessaires sur cette partie du territoire qui est la plus congestionnée en matière de déplacement du quotidien. Alain Caraco est capable de vous dire quasiment les heures de départ et d'arrivée des futurs trains, ou presque. Il n'y a pas de questions. Je vais donc mettre aux voix cet important dossier pour l'avenir des transports sur notre territoire. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous en remercie. Cela montre l'unanimité sur effectivement les grands enjeux de notre territoire qui donc unissent l'ensemble des élus. Merci beaucoup. Nous passons donc à un dossier en matière de tourisme et c'est Damien Orgaras qui nous accueille et qui le présente ce soir comme vice-président. Merci, Président. Donc, le point 17 concerne l'approbation du budget primitif 2026 et du compte financier 2025 de Grand Chambéry Alpes Tourisme, notre office de tourisme intercommunal. Donc, on parle de notre CFU et du budget, d'accord, comme dans nos communes respectives. Et bien sûr, il est important de rappeler que conformément aux articles L133-8 et R 1133-16 du Code du tourisme, le budget et le compte financier, donc le compte de gestion et le compte administratif réunis, de GCAT, approuvés donc du coup par le comité de direction de GCAT respectivement les 21 janvier et 24 juin 2026, doivent être soumis à notre Assemblée pour approbation. Donc, mais avant d'aller dans les chiffres, avec M. Courtine, nous avons préparé un PowerPoint pour vous présenter à quoi sert notre office du tourisme et comment on le co-gère ensemble. Donc, Grand Chambéry Alpes Tourisme, notre office de tourisme intercommunal. Donc, il est important de rappeler que Grand Chambéry est un territoire aux multiples atouts touristiques entre vallées et montagne. Nous avons également quelques chiffres clés qui sont importants d'être rappelés aujourd'hui sur notre territoire. Donc, on a par exemple 23,8% des richesses locales qui proviennent des dépenses touristiques. Donc, c'est une source qui était vérifiée. Donc, nous sommes 139 572 habitants. Nous avons un territoire échelonné de 241 mètres d'altitude à 2217 mètres. Donc, on voit bien les caractéristiques de notre territoire. 525 km², dont 9,2% sont urbanisés. Nous sommes au sein de 2 parcs naturels régionaux, celui du Massif des Bauges et celui de Chartreuse, avec un label UNESCO Géoparc. 2 stations de sport d'hiver et pleine nature, les Haillons Margeria, Savoie, Grand Revard. Journée skieur hiver 2023-2024, pôle nordique, ça représente 244 200 journées skieurs à Savoie-Grand Revard. Sur la partie alpin, 85 800 journées skieurs. Sur Haillons Margeria, 121 109. Nous avons un territoire aussi, bien évidemment, de terres agricoles qui représente 24,8% de la surface de notre territoire, soit 57,3% de forêt sur l'ensemble de Grand Chambéry. Bien sûr, une ville d'art et d'histoire qui est Chambéry, 27 000 lits touristiques, dont 9 000 marchands sur l'ensemble du territoire, 900 000 nuitées en 2023, ce qui a généré environ
1 million d'euros de taxes de séjour. Bien évidemment, les chiffres ont évolué puisqu'on évolue, on avance. Le territoire rayonne, donc on évolue là-dessus aussi. On vous en parlera tout à l'heure. Au total, ce sont 121 000 visiteurs qui ont visité les 6 bureaux d'information touristique de la destination sur l'année 2023. Plus de 1000 acteurs socio-professionnels qui vivent du tourisme et qui font vivre le tourisme en règle générale sur l'agglomération. Ensuite, nous avons les statuts de Grand Chambéry qui nous rappellent en matière de développement touristique ce que nous pouvons porter et promouvoir au titre des compétences obligatoires, la promotion du tourisme, dont la création d'une office de tourisme intercommunal, donc chose faite. Au titre des compétences facultatives complémentaires aux compétences obligatoires, c'est l'élaboration et la mise en œuvre du schéma de développement touristique, le SDT. L'enregistrement préalable de tout local d'habitation destiné à la location touristique. Au titre des compétences facultatives, les sentiers, l'élaboration et la mise en œuvre du schéma directeur sentier de promenade et de randonnée intercommunaux. Et bien sûr, l'activité de sport et de loisirs de montagne. Réalisation et exploitation des aménagements et des équipements qui sont nécessaires ou connexes au développement de la pratique des activités touristiques toute saison, de sport et de loisirs de montagne sur SGR ou Hayon-Mageria dans le périmètre défini. Enfin, pour ma part, je vais ensuite laisser la parole à David qui va se charger de vous présenter la suite. Mais avant ça, le schéma de développement touristique qui a été acté de 2024 à 2030, il y a 4 axes qui ont été définis. L'axe 1, c'est le tourisme durable toute saison. L'axe 2, la complémentarité vallée-montagne. Et l'axe 3, c'est la marque Chambéry-Montagne, la promotion touristique de Grand Chambéry. Et le 4e axe, c'est mieux accueillir l'offre de services, le parcours client et les mobilités à l'intérieur. Ensuite, sur l'organisation de la compétence tourisme, je vais laisser la main à David Courtine, en binôme ce soir. Merci. Merci, bonsoir. Donc, effectivement, comme l'a présenté Damien Regueras, donc, la compétence tourisme s'appuie à la fois sur la compétence exercée de façon facultative par Grand Chambéry et qui définit la politique touristique et qui s'appuie sur l'Office de tourisme, donc qu'on appelle GCAT, qui a été créé le 1er janvier 2017. Donc c'est la loi NOTRe en fait, qui a transféré aux communautés de communes les offices de tourisme. Et donc, il attribue, cette loi de 2015 attribuait aux EPCI la compétence promotion du tourisme dans la création d'offices. Donc, c'est ce qui a donné lieu à la création de l'établissement public qu'on nomme GCAT, Grand Chambéry Alpes Tourisme, notre office de tourisme. Ces missions à l'office de tourisme, elles sont de 3 ordres. La première, c'est bien évidemment l'accueil des visiteurs, qui est d'accueillir, d'orienter, de conseiller les touristes sur tout ce qu'il y a à faire sur le territoire et de découvrir le territoire dans toute sa diversité. La deuxième, c'est un peu plus large, c'est la promotion du territoire. C'est celle qui permet d'attirer de nouveaux visiteurs. Donc avec une équipe au sein de l'Office de tourisme qui se charge de développer des campagnes de communication, des contenus numériques, de faire vivre des partenariats. Nous avons des partenariats avec des sportifs, skieurs des Boches bien connus, des cyclistes. Donc c'est vrai, l'OT est le bras armé de l'agglomération pour faire rayonner les partenariats et faire rayonner la destination au travers de ces sportifs et des partenariats qu'on a signés avec eux. La troisième, c'est l'animation de la relation avec les acteurs touristiques du territoire. Donc c'est accompagner les hébergeurs, les prestataires d'activités, les restaurateurs, les communes. Donc c'est toutes les activités annexes qui tournent, enfin pas annexes principales d'ailleurs, qui tournent autour du développement touristique. Alors on parle moins de GCAT. GCAT, c'est vraiment le nom de l'EPIC, Grand Chambéry Alpes Tourisme. On parle beaucoup plus de la marque, qui est la marque Chambéry-Montagne, qui en fait est la marque de destination pour faire parler du territoire. Donc il ne faut pas confondre GCAT et Chambéry-Montagne. Chambéry-Montagne, c'est la marque de territoire et c'est une des missions de l'Office de tourisme de faire rayonner, de développer la connaissance et cette marque de territoire pour donner de l'attrait et renforcer l'attrait de notre territoire.
Il a été développé cette marque pour le territoire global et en même temps, vous voyez en dessous, il a été décliné sous la forme pour les 2 stations de montagne du territoire. Vous voyez le logo pour Ayan-Margéria et pour Savoie-Grand-Revard. Donc voilà pour les missions de façon globale de l'Office de tourisme. Pour en revenir à la délibération, qui est l'approbation du CFU 2025 et du budget primitif 2026 qui a été voté à GCAT. Donc nous devons, c'est la loi qui est le Code du tourisme qui nous oblige à approuver les comptes qui ont été votés par GCAT. Rapidement, un zoom pour vous dire aujourd'hui, globalement, GCAT, c'est un budget de fonctionnement de 3,3 millions d'euros. Comment aujourd'hui se répartissent ces 3,3 millions d'euros? Les 2 grosses parts, c'est la taxe de séjour. Donc Damien Regueras l'a dit en introduction, c'est à peu près 1,1 million d'euros de taxes de séjour perçues par an. Donc c'est un gros tiers du budget et des recettes de fonctionnement. C'est 1 million, quasiment 1,5 million, 1,487 million qui est versé par l'agglomération pour l'activité et les missions de l'Office de tourisme. Donc là, vous avez déjà quasiment 2,5 millions, 70-80% des recettes de fonctionnement, donc entre la taxe de séjour et la dotation versée par l'agglomération. Les autres sont des recettes commerciales, vous connaissez certainement la ruche boutique, de vente de produits, les visites qui sont organisées, notamment dans le centre-ville historique de Chambéry, donc pour arriver à ce 3,3 millions. Les dépenses de fonctionnement, en face de ça, la grosse partie, c'est effectivement, puisqu'il y a à peu près une trentaine de personnes à l'Office de tourisme, dont une partie importante qui tient les offices déportés, c'est, vous voyez, la masse salariale, c'est 57% de dépenses de fonctionnement. Et à peu près une trentaine de pourcents des actions de promotion, 30%, c'est à peu près 900 000 euros chaque année qui sont déployés pour la promotion du territoire. Voilà, Damien. Bien, merci David. Donc bien évidemment, suite à ces présentations et du compte financier que nous avons vérifié, il est conforme. Il fait bien du coup apparaître un résultat de clôture excédentaire en fonctionnement de 179 377,20 €, ainsi qu'un résultat excédentaire en investissement de 54 009 € et 64 centimes, soit un résultat cumulé positif de 233 386,84 €. On reprécise bien que c'était aussi avec la reprise des résultats de clôture antérieure. C'est un budget primitif 2026 qui est établi à 3 263 000 kg en fonctionnement et 139 000 € en investissement. Les orientations budgétaires 2026 sont conformes à la tendance et la dynamique qui est enclenchée depuis plusieurs années dans la mise en œuvre de la convention d'objectifs et de moyens qui nous lie avec GCAT. En effet, le budget 2026 de GCAT s'inscrit parfaitement dans le schéma de développement touristique 2024-2030. C'est notre guide de Grand Chambéry qui définit parfaitement la politique publique et la trajectoire en matière de tourisme. GCAT poursuit donc le développement de ses recettes propres, maîtrise ses dépenses de fonctionnement tout en maintenant les plans d'action prévus, donc l'appui à la stratégie événementielle, développement d'actions marketing digital, poursuite de déploiement de la mise en visibilité de la marque Chambéry Montagne et notamment dans sa déclinaison avec les stations. Compte tenu de tous ces éléments, il sera donc du coup proposé d'agréer le compte financier 2025 et le budget primitif 2026 de Grand Chambéry Alpes Tourisme. Donc je laisse la main au président. Merci. Merci, monsieur le vice-président, pour la présentation de ce rapport qui nous démontre la bonne santé. On peut s'en réjouir de notre office de tourisme, GCAT. Je note avec satisfaction la croissance des recettes sur ce que certains appellent la taxe de séjour, qui est une contribution que nous demandons à chacun de nos visiteurs pour calibrer en fait les services publics, pour tenir compte de leur présence sur le territoire. Comme on est à
à la jonction de deux mandats. J'en profite pour remercier pour son travail l'ancien président Philippe Cordier, comme je l'ai déjà fait, et le nouveau Jean-Benoît Serino. Et puis remercier aussi pour le travail qu'elle avait engagé, notamment avec l'adoption du schéma de développement touristique, Cécile Trahan, comme vice-présidente qui précédait Damien Regueraz. Tout cela est le fruit effectivement d'actions aussi de communication pour promouvoir notre territoire, d'aller chercher, chacun en a bien conscience, des congrès qui, en remplissant les hôtels, les gîtes, apportent une manne financière, faire fonctionner le commerce local, permet à nos productions agricoles de se diffuser à plus grande échelle à l'occasion de ces déplacements touristiques sur notre département, que ce soit pour des congrès parfois de 400 ou 500 personnes ou, comme ce fut le cas en 2025, sur des congrès qui sont allés jusqu'à près de 3000 personnes, ou des grands événements sportifs comme le Tour de France féminin l'an dernier et le Tour de France masculin la semaine prochaine qui traversera le massif des Bauges. J'ai noté en venant par le col des Prés qu'il y aura probablement de très belles images, non seulement sur le patrimoine naturel, mais également j'ai vu que sur les premiers virages qui montent sur le lacet du col des Prés côté Haillon-le-Jaune, le logo de Chambéry Montagne a trouvé sa place sur quelques centaines de mètres. Et j'imagine que ça n'échappera pas aux caméramans des hélicoptères qui suivront cette très grande épreuve cycliste. Je sais que c'est fait pour cela. Bravo pour cette initiative. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser à notre vice-président sur ce rapport sur le GCAT, sur le budget primitif et le compte financier 2025. Il n'y en a pas. Continuer ainsi à rendre attractif le territoire, faire venir des touristes chez nous. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Franck Morat pour la programmation complémentaire 2026 du contrat de ville. Merci, Monsieur le Président. Oui, il s'agit de soumettre à votre approbation la programmation complémentaire du contrat de ville, en vous rappelant que la programmation initiale a été votée le 5 février dernier et qu'il avait été convenu effectivement de revenir sur une programmation complémentaire puisque quelques dossiers nécessitaient d'être retravaillés. C'est ce qui a été fait. Je voudrais vous rappeler quand même que la programmation du contrat de ville, ce sont 511 110 € qui sont consacrés par notre agglomération et que cette programmation, elle est là pour faire vivre, j'allais dire, le contrat de ville et décliner les actions qui sont rassemblées autour de plusieurs axes. Et justement, deux associations qui répondent aux objectifs de l'axe 1, qui constitue à accompagner les jeunes dans leurs parcours éducatifs d'insertion et d'autonomie. Il s'agit d'une association, Ma Chance, moi aussi, que certains connaissent, qui se trouve sur les Hauts-de-Chambéry et qui favorise la réussite éducative des enfants du quartier, avec plusieurs objectifs: le développement de la confiance et l'estime de soi, la réflexion, la compréhension, l'écoute, l'analyse, l'adaptation, grâce à l'acquisition de bases de connaissances, l'acquisition du sens du travail, de l'effort aussi, du dépassement. Et bien évidemment, tous ces objectifs visent les enfants, mais un rôle aussi de parentalité. C'est l'objectif aussi de cette structure. Ce sont 72 bénéficiaires de 6 à 15 ans accompagnés de leurs parents. Et donc, après avoir rencontré de nouveau cette structure, la commission qui a étudié vous propose d'allouer une subvention de 3 000 € au titre de la programmation complémentaire. Une deuxième association dont les objectifs entrent pertinemment dans l'axe 1, c'est l'association Possé 33, qui est une association importante sur les Hauts de Chambéry à destination des jeunes de quartier, avec plusieurs objectifs également. Ils proposent de nombreuses activités en direction des jeunes, mettre en place aussi une dynamique jeunesse globale à l'échelle du territoire du quartier, et puis répondre aussi à des demandes spécifiques d'animation qui sont peu développées sur le territoire, et dans une démarche aussi d'aller vers pour aller au-devant des publics qui sont les plus éloignés. C'est une association également qui avait répondu à un AIMI de la ville de Chambéry en 2024, je voulais le repréciser, et donc qui a l'objectif aussi de viser un public. Ce sont 800 bénéficiaires
bénéficiaires de 10 à 25 ans. Et ce projet répond aux enjeux qui sont énoncés dans le contrat de ville. Et donc, c'est une subvention de 5 800 € qui vous est proposée d'allouer à cette structure. Enfin, dans le cadre de la programmation complémentaire, une dernière association dans le cadre de l'axe 4 du contrat de ville qui concerne la promotion et du vivre ensemble et de la citoyenneté. Et donc, cette association s'appelle l'Accorderie. C'est une association qui œuvre dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui propose un système d'échange de services non monétaires et non marchands. Et l'idée, certains sont spécialistes dans le domaine informatique, d'autres dans le domaine culinaire. Et du coup, c'est un partage d'expériences et de compétences qui se fait et qui est valorisé. Et donc, c'est une manière, dans le cadre du vivre ensemble, de lutter contre la pauvreté, de renforcer la mixité et les liens sociaux, le pouvoir d'agir des habitants et enfin de contribuer aussi à la vie locale. Là, ce sont 350 bénéficiaires, dont 30% sont issus des quartiers politiques de la ville. C'est un projet qui répond aux enjeux énoncés dans le contrat de ville et donc c'est une subvention de 2 000 € qui vous est proposée d'allouer. Le montant total représente 10 800 € et qui rentre dans l'enveloppe des 511 000 que j'ai évoquées précédemment. Donc voilà pour cette présentation. Il vous est proposé de soutenir toutes ces associations qui œuvrent pour notre contrat de ville. Merci Franck. Pour celles et ceux qui ne sont pas dans la commission qui traite de ces sujets, notamment des nouveaux élus, ce sont des accompagnements sur des territoires qui sont labellisés en fait par l'État. C'est au titre de la politique prioritaire, dite de la politique de la ville. C'est une géographie qui est décidée par l'État, au même titre qu'il y a des zones de revitalisation rurale. Il y a eu des zones franches. Et bien sûr, les politiques la politique de la ville, c'est les quartiers les plus précaires des villes. En l'occurrence, il y en a 2 sur le territoire, les Hauts de Chambéry et le quartier de Biolay-Bellevue. Une précision pour celles et ceux qui découvrent aussi ces nouvelles formes d'accompagnement au regard de leur arrivée dans des conseils municipaux où on n'a pas l'habitude de traiter ces sujets. Y a-t-il des questions? Non, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Ah, Monsieur Bernard, excusez-moi. C'est une abstention? Une abstention de Monsieur Bernard. Désolé, je n'avais pas vu votre main se lever, mais il en sera bien tenu compte, évidemment. Le dernier rapport va nous être présenté par Jimmy Baba sur un sujet qui, évidemment, trouvera un écho dans la situation climatique actuelle. Merci Président, merci Damien, merci Monsieur le maire de la Motte-en-Bauge de nous accueillir ici. Alors avant de commencer la présentation de ce rapport, si j'adresse ces merci, je le fais, mais en même temps, moi on m'avait un peu vendu le fait qu'en montant ici, on allait pouvoir se rafraîchir. Et force est de constater, et notamment à voir le nombre d'éventails qui sont en train de s'ébrouer, la fraîcheur, elle n'est pas nécessairement là. Je le dis avec un petit peu de sourire, même si le sujet il est sérieux. J'ai regardé aujourd'hui la météo. Je me suis aperçu qu'on était à plus 6 degrés par rapport au normal de saison. Aujourd'hui, 16 juillet. Dans la Cluse, la semaine dernière, c'était entre plus 10 et plus 12 degrés. Par rapport au normal de saison, c'est clairement pas normal, mais cette notion de normalité, j'y reviendrai un petit peu après. Bon, après, je vais vous passer un certain nombre de constats, même si dire qu'on subit depuis un certain nombre de jours, quasi une quarantaine maintenant, un effet de surchauffe, de jour comme de nuit, des nuits tropicales, le sommeil qui est affecté, les organismes qui ont du mal à digérer ça, les nerfs, le moral aussi, pour certaines et certains, plus le fait qu'on n'en voit pas vraiment la fin. On ne sait pas vraiment quand cet épisode il va se terminé. Ce prochain, il aura lieu dans une semaine, dans un mois. Point d'interrogation. En revanche, on a un certain nombre de certitudes qui sont étayées par des démarches scientifiques et sur lesquelles il n'y a aucun doute. Et la principale des certitudes, c'est ce que je vous disais, le rapport à la normalité, le fait qu'on considère que cet épisode il est extraordinaire. En fait, ce qui aujourd'hui est hors norme va devenir demain la norme. Et je pense que c'est important qu'on en ait tous conscience, mais je pense qu'ici, c'est le cas. Et je pense qu'on peut aussi dire qu'à mesure que l'humanité n'inverse pas les tendances d'émissions de gaz à effet de serre, en menant les actions de décarbonation suffisantes pour contenir le changement climatique, le demain
il est plus si éloigné, parce qu'on parlait toujours de demain, les générations d'après. En fait, non, c'est aujourd'hui. Et on le vit pleinement dans notre chair et dans notre tripes, notamment aujourd'hui. La probabilité de revivre ce type d'événement, d'épisodes traumatisants, elle est croissante. Et les printemps-été dits normaux vont devenir l'exception, ça je l'ai dit. Et à côté de ça, mais à ce stade de la soirée, et pour me concentrer sur l'objet de la délibération, je vais passer les effets sur un certain nombre de points qui sont au moins aussi importants que la façon dont nos organismes réagissent. Je pense notamment à la ressource en eau, à l'état de nos forêts. On parle beaucoup de feu en ce moment et je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça sur notre territoire, sur l'effet de ces périodes de sécheresse et de canicule sur la biodiversité, la situation qui est plutôt alarmante pour nos agriculteurs et plus largement la façon dont le monde économique, les acteurs économiques ressentent ces périodes, puisqu'on parle beaucoup d'atonie ou de déprise commerciale et économique ces temps-ci, sauf dans les grandes surfaces climatisées. Je vais aussi passer assez vite sur les conséquences directes des canicules sur la santé de nos concitoyens, en rappelant simplement et assez gravement que le nombre de décès il augmente très significativement pendant ces périodes. On parle de plus de 1000 à 2000 au niveau national par jour. C'est énorme. Et l'effet corollaire qui est le fait que nos systèmes de santé, nos établissements de santé, ils sont largement déstabilisés par l'épisode qu'on vit. Au-delà de notre système de santé, c'est l'exercice même de nos missions de service public du quotidien qui est affecté. Je pense au fait de pouvoir recevoir des enfants jeunes, moins jeunes, dans des conditions décentes, à l'école notamment, mais aussi dans les structures de petite enfance. Je pense au fait de pouvoir accueillir des personnes fragiles dans des lieux où la vie, elle est supportable, je mets des guillemets. Je pense au fait de maintenir de l'activité dans des lieux où s'exerce le lien social qui est indispensable au vivre ensemble. C'est important de le rappeler, ces effets caniculaires, ils ont aussi un impact sur la façon dont on fait société. Et enfin, je pense, et c'est important, à notre capacité à proposer des conditions de travail qui soient supportables pour nos agentes et nos agents dans nos bâtiments publics. Donc voilà, une fois que je vous ai fait la litanie des constats, et encore une fois, j'espère que vous en avez tous conscience, je pense qu'il faut rappeler qu'on doit et qu'on peut encore, j'avais mis des parenthèses, encore agir, et ça dans deux directions. La première, c'est l'atténuation du changement climatique, c'est réduire notre empreinte écologique à notre échelle, à notre mesure sur notre territoire. Et le deuxième pilier, c'est d'adapter le territoire aux conséquences du changement climatique. Alors pour le coup, à Grand-Chambéry, on part de rien. Et je pense même pouvoir dire qu'on est plutôt bien outillé en la matière sur ces deux piliers, puisqu'on a délibéré de longue date un PCAET, Plan Climat Air Énergie Territoriale. Le premier, c'était 2021. Il a été révisé en 2025, chantier qui a été mené sous la hullette du vice-président Luc Berthoud, ici présent, qui affiche des objectifs qui sont plutôt ambitieux, en matière notamment d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre du territoire, mais aussi de réduction des consommations énergétiques. Vous retrouvez tous les chiffres dans le projet de délibération. Donc ces objectifs, ils traduisent la capacité de l'agglo et de ses parties prenantes, parce que c'est important, le plan climat, c'est pas que l'agglomération en tant que collectivité, c'est aussi tout l'environnement, tout l'écosystème de l'agglomération qui est mobilisé. Et on a une trajectoire de décarbonation qui fait qu'on pourra être à la hauteur de nos responsabilités si on l'opérationnalise. Mais ce plan climat, air, énergie territoriale, il prévoit aussi la mise en place d'un fonds de concours qui est dédié à l'adaptation de nos communes aux inexorables épisodes de surchauffe qui vont être plus nombreux, plus intenses, plus longs et plus précoces. Nos communes, elles ne sont pas toutes exposées de la même façon aux conséquences du changement climatique. Forcément, on a des caractéristiques géographiques, une morphologie urbaine, une typologie de population, une architecture des bâtiments, etc., qui sont autant de facteurs de disparité, tout autant que la capacité de nos communes à répondre aux enjeux, en termes de capacité budgétaire, technique ou organisationnelle, est très différente, ce qui appelle aussi à une forme de solidarité territoriale parmi les communes de l'agglomération. Cette réponse, elle est pourtant urgente, elle suppose de faire les bons choix, tout en dédiant des moyens techniques et financiers significatifs, et le tout
pour complexifier l'affaire, dans un timing qui est relativement resserré. Quand je parle de timing, souvent je parle de timing d'urgence à agir, je parle de coût de l'inaction, etc. Là, on parle de maintenir du service public, de maintenir la capacité d'accueil dans nos bâtiments publics, après plusieurs avertissements répétés, parce que là, j'ai dépeint le portrait de la saison actuelle. J'aurais pu revenir aussi sur les années précédentes, la récurrence qui augmente et le fait que ces épisodes, ils se multiplient à intervalles de plus en plus courts. C'est donc l'objet de cette délibération, c'est d'enclencher activement une dynamique partenariale qui doit permettre aux communes d'anticiper et de se préparer à faire face aux prochains épisodes caniculaires, en visant en premier lieu l'objectif d'assurer en tout temps le maintien du service public et donc en ciblant l'adaptation des bâtiments et espaces recevant un public, notamment le public fragile. Et donc pour ça, la délibération que vous avez sous les yeux, elle prévoit un soutien aux communes en plusieurs séquences. Première séquence à très court terme, c'est la mobilisation du service d'appui aux communes de l'Agglo qui va être mis à contribution pour relayer différents dispositifs qui sont déjà mobilisables. Je pense notamment au service local de l'énergie qui est dispensé par l'ASDER, qui permet aux communes de Grand-Chambéry de pouvoir accéder à une offre de conseil et d'accompagnement technique sur la façon d'identifier des solutions de très court terme pour justement préparer, s'adapter, particulièrement dans nos bâtiments publics et particulièrement dans les écoles, mais pas que. Le deuxième point qui est à rappeler, c'est l'existence de deux dispositifs de soutien financier pour le coup, proposés d'une part par le SDES à travers un programme qui s'appelle Petits Travaux, qui permet de subventionner à hauteur de 75% différents types de travaux, type installation de films solaires, installation de brasseurs d'air, de ventilateurs de plafond, de brise-soleil et j'en passe, avec pour ce programme 34 communes qui sont éligibles en 2026 pour l'occasion. Et le dernier moyen d'action à court terme, c'est la mobilisation d'un fonds proposé par EDF qui propose une prime forfaitaire de 400 € par équipement pour l'installation notamment de brasseurs d'air, on revient là-dessus, dans les établissements scolaires, les crèches et les centres de loisirs dans la limite de 10 équipements par établissement. Donc ça, c'est mobilisation du service d'appui aux communes pour porter à connaissance l'existence de ces dispositifs. Et cette délibération, c'est aussi l'occasion, et permettez-moi une petite métaphore footballistique, de donner le coup d'envoi d'un travail à mener ensemble sur la façon de calibrer un fonds de concours dédié à l'adaptation, donc qui est prévu par le PCAET. On l'a délibéré, ce PCAET, je dois le rappeler, en décembre 2025. Pour l'instant, il apparaît dans le plan climat. Il faut le traduire opérationnellement avec vous et vos services techniques, mais pas que. Et c'est pour ça qu'on propose, dans le cadre de ce soutien de moyen terme, d'agir sur 3 leviers. Le premier, c'est le levier technique sur la façon de mieux connaître ces bâtiments et plus largement ces zones de vulnérabilité pour pouvoir y répondre intelligemment. Sous-entendu, si je dis ça, c'est qu'on aura beau mettre en place des enveloppes budgétaires, c'est bien de pouvoir calibrer des investissements qui soient utiles, efficaces et efficients pour faire les bons choix. Et pour ça, vous aurez besoin d'être accompagné certainement, et on proposera une offre de service avec des partenaires type l'ASDER, le SDES et pourquoi pas le CAUE aussi, pour appréhender ces éléments de diagnostic de surchauffe, qu'il s'agisse d'éléments portant sur le bâti, mais aussi sur les éléments qui environnent nos bâtiments publics, municipaux. Le deuxième levier, j'en ai déjà parlé, c'est la création, l'opérationnalisation de ce fonds de concours adaptation, dont les règles restent à définir, et on propose de les définir ensemble dans un calendrier plutôt restreint, puisque l'objectif, c'est d'aboutir d'ici à la fin de l'année 2026. C'est également techniquement l'appui aux communes sur l'identification. On a parlé de solutions ou de zones refuges. Et en fait, on en a toutes et tous dans nos communes, des lieux publics qui sont frais, climatisés. On a aussi la chance d'avoir des parcs et on ne les exploite pas suffisamment dans ce type de période. Donc, c'est les identifier et construire les process permettant justement, avec agilité, de pouvoir les utiliser comme zone refuge. Et enfin, le troisième levier, c'est un levier qu'on peut qualifier de juridique. Si demain, on se met toutes et tous à acheter un certain nombre d'équipements, qu'il s'agit de brasseurs d'air, de brise-soleil, enfin j'ai déjà fait la liste, on aurait peut-être
intelligemment à envisager une logique de mutualisation de ces achats via, pourquoi pas, un groupement de commandes ou en tout cas un appui sur la façon d'optimiser la commande publique et en définitive de rationaliser les dépenses qu'on serait amené à mener. Et puis comme on parle de mutualisation, et ce n'est pas indiqué dans la délibération, mais je pense qu'on aura aussi l'intelligence de pouvoir échanger entre nous, entre communes qui, pour certaines, testent, expérimentent des dispositifs, peuvent mettre en place un certain nombre de retours d'expérience et donc capitaliser sur la compétence et la connaissance de celles et ceux qui se lancent et qui peuvent apporter on va dire, leur guide des bonnes pratiques à opérer aux autres communes. C'est aussi ça la solidarité, je pense, entre communes de l'agglomération. Voilà, et puis la dernière séquence sur ce volet, c'est un soutien qui est plutôt de long terme, avec des outils qui existent aujourd'hui. J'ai déjà cité le service local de l'énergie qui est mobilisable, y compris pour des approches portant sur la rénovation ou l'isolation des bâtiments, sur l'aménagement des espaces extérieurs des bâtiments également. Je pense au conseil en énergie qui est délivré par le SDES, le fonds de concours notamment pour les communes rurales en matière de réhabilitation de bâtiments et de rénovation énergétique proposé d'ores et déjà par Grand Chambéry, la mobilisation du fonds vert, etc. Donc voilà, je pense que c'est un certain nombre de dispositifs qu'il faut qu'on puisse interfacer, qu'on se mobilise assez activement et assez rapidement pour travailler cet accompagnement de moyen terme avec vous pour faire en sorte que justement cet appui de l'agglomération il puisse aussi constituer à la fois un élément déclencheur pour nos politiques communales d'adaptation, mais aussi un effet levier pour aller chercher d'autres financements, parce qu'on parlait de murs d'investissement sur les mobilités, on aura le même aussi sur l'évolution de nos bâtiments, et toutes les ressources seront bonnes à prendre, et justement j'insiste sur cette notion d'effet levier que permettra de jouer le fonds de concours à adaptation. Donc voilà, on a du pain sur la planche à la rentrée. Moi j'espère que cette délibération elle aura aussi ce rôle un peu d'impulsion pour qu'on se mobilise collectivement sur le sujet, tout en étant aussi, et je terminerai là-dessus, mobilisé pour aller chercher des ressources par ailleurs. Moi je suis assez inquiet de ce que je vois en termes d'évolution, notamment la division par 3 annoncée au PLF du fonds vert. On a besoin de ces soutiens, on ne pourra pas tout faire tout seul, et donc toutes les énergies et toutes les ressources sont bonnes à prendre, comme je le disais, pour qu'on puisse être prêt et prêt rapidement. Merci pour ce rapport qui permet à la fois de parler de l'avenir immédiat, du plus long terme, mais également malheureusement de la raréfaction d'un certain nombre de fonds. Effectivement, le fonds vert qui accompagnait, on parle quasiment au passé, qui accompagnait les collectivités territoriales, notamment sur des sujets vertueux en termes de prise en compte du changement climatique. Est-ce que certains d'entre vous veulent apporter des compléments? Oui, Luc, je t'en prie. Oui, en complément de ce que Jimmy Bahaba a pu nous dire, vous indiquez que depuis 3 jours, l'Association des maires de Savoie a interrogé l'ensemble des 273 maires de Savoie pour les bonnes pratiques pour lutter contre la canicule, pour qu'on puisse avoir cette boîte à idées et de façon à la massifier pour ce qui peut être parfois des gestes ou des attitudes qui coûtent peu. Et puis après, tu l'as dit, d'autres moyens, mais qui sont plus lourds et pour lesquels on aura plus que jamais besoin de l'État, mais aussi de compter sur nous-mêmes. Merci. En tout cas, le fait de faire connaître ce qui existe déjà en termes d'accompagnement financier est parfois méconnu de la part d'un certain nombre de communes qui n'ont pas forcément accès à une information aussi facilement que des grandes communes qui sont organisées. Je pense que c'est aussi le rôle de Grand Chambéry que de pouvoir faire que chacun ait le même niveau de qualité d'information et qu'aucun fonds qui existe n'échappe à des programmes qui pourraient être organisés sur les 38 communes de Grand Chambéry. Vincent Boulnois, je t'en prie. Bonsoir à tous, merci Président. Oui, Jimmy, merci pour ces éléments. C'est vrai qu'il y a une adaptation. Je veux juste faire une partie, c'est que, comme tu l'as dit, on est dans un territoire, comme le maire l'a dit, agricole. Donc, je fais une petite parenthèse qui n'est pas sur l'adaptation de la personne. Mais aujourd'hui, le monde agricole, ça fait une dizaine d'années qu'il cherche à s'adapter. Ça fait une dizaine d'années qu'il oscille. Et il y a un point,
parce qu'on a fait des adaptations, mais il y a un point sur lequel, alors je ne veux pas faire de polémique, ce n'est pas un débat ce soir, ce n'est pas commencé, mais il y aura un moment aussi à réfléchir par rapport à cette adaptation sur le climat, c'est l'accession à l'eau. Tout à l'heure, le président a dit on a visité un peu tous les sites touristiques dont Damien fait part, les îles du Chéran. Aujourd'hui, il y a un arrêté pour interdire la baignade dans le Chéran quand même. C'est l'accès à l'eau, mais c'est l'accès à l'eau aussi pour l'alimentation des bêtes. Aujourd'hui, nous, on va devoir, à partir de cette semaine, vous avez des agriculteurs dehors, il y en a un qui est là, qui me regarde, on va commencer à rentrer les bêtes pour nourrir avec le foin qu'on a fait ce printemps. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à mettre peut-être des retenues collinaires qui se remplissent l'hiver quand il pleut. Et je sais que c'est des choses qui souvent sont un gros mot, mais je profite qu'on parle d'adaptation au réchauffement climatique qui a lieu d'à peu près, ça fait déjà une vingtaine d'années, mais nous depuis 10 ans on voit vraiment les effets, c'est-à-dire que depuis 10 ans il y a une année sur 3, sur 4 qui est bonne, le reste c'est de la sécheresse quasiment. Donc c'est aussi, faudra peut-être un moment qu'on l'amène le sujet à toutes les instances, il n'y a pas qu'ici, il y a partout, mais il faudra amener le sujet sur comment on gère ce partage de l'eau et est-ce qu'il ne faudrait pas un jour accepter de mettre des retenues collinaires pour pouvoir alimenter, mais qui ne servent pas, le réfléchir pour que ça serve à tout le monde. Voilà, merci. Merci Damien, on en a discuté, je te laisse la parole. Merci Vincent. Donc tu as tout dit, tu as raison, hein, il y a une adaptation, les enjeux sont là. Au niveau agricole, on le sait bien, hein, les alpages, les agriculteurs au sens large, alors on parle de la ressource en eau, moi je vais rester là-dessus, mais sur la culture je ne suis pas assez calé, mais on en a souvent parlé. En tout cas sur la ressource en eau, à notre petite échelle, au sein de l'agglomération, on a des outils. Au sein de la compétence agricole, il y a des projets qui vont sortir, qui sont prêts, qu'il faut qu'on flèche prochainement. D'ailleurs, Daniel pourra rebondir sur un gros dossier. Tu pourras peut-être en toucher 2 mots pour l'information, les avantages qu'il y a à déployer ces dispositifs. En tout cas, pour l'agriculture au sens large, donc, il y a l'élevage, mais il n'y a pas que, il y a le maraîchage, il y a les arboriculteurs, voilà, au sens large du terme. Donc il y a des choses qui sont prêtes, qu'il faut qu'on aborde en termes de fonctionnement, à quelle date on le lance, comment on s'organise. En tout cas, dès l'automne, on serait en mesure de déployer les premiers projets qui ont été étudiés sur le précédent mandat par la vice-présidente en charge, c'était Sandra Ferrari, qui a mené ces dossiers qui sont prêts aujourd'hui. Donc il faut qu'on lance. Et aujourd'hui, tout est en train de se mettre en place pour les lancer prochainement. Les premières phases, donc il ne faut pas lâcher parce qu'il y a beaucoup d'endroits, notamment parler du secteur Bauge. Il y a des projets Bauge qui vont se mettre en marche là prochainement. Sur le secteur, on va dire, de la tuile, on va dire sur le plateau de la Lesse, il y a aussi des projets qui vont se faire, qui sont partis, qui sont fléchés. Donc tout ça, on va revenir vers vous prochainement, dès l'automne, parce qu'on s'organise en interne et qu'on puisse aller à la rencontre des élus, à la fois des maires et aussi des agriculteurs concernés pour relancer la machine et du coup mettre en œuvre ce qui a été préparé. Voilà. Donc ça ne s'arrête pas là, il y a d'autres gros dossiers sur l'eau et je laisserai Daniel peut-être en faire un mot là-dessus. Oui, merci Damien. Je vais un peu reprendre tes propos. C'est vrai que sur l'ancien mandat, il y a eu un schéma directeur agricole qui a été fait, donc qui a été fait en transversalité avec ton service et le service des eaux. Derrière, effectivement, sur ce schéma directeur, donc avaient été ciblées toutes les zones en déficit et il y avait 20 dossiers qui ont été sélectionnés, 20 dossiers qui représentaient à chaque fois plusieurs agriculteurs. Ce n'est pas des agriculteurs de façon indépendante, donc ça peut être plusieurs exploitations ensemble. Et sur ces 20 dossiers, du coup, il y a une PPI qui a été préparée, donc Damien le disait. Donc on aura à mettre en œuvre, là, dès 2026, ça a été déjà fléché des financements, donc il faudra les travailler. Effectivement, avant, il y a eu les élections, du coup, ça a pris un peu de retard. Et du coup, c'est pour mettre en place tous ces dossiers qui devraient arriver. Et ça, c'était un dossier qui avait été fait avec Service Agriculture. Et il y a aussi des gros dossiers qui sont portés par le Service des eaux sur le secteur du Noiret-Tremblay. Donc, on parlait d'élevage. Là, c'est plutôt sur de l'arboriculture. Donc, effectivement, avec des idées.
donc à travailler, donc utilisation de l'eau du lac ou utilisation de ce que j'appellerais de l'eau agricole, donc réutilisation des eaux usées traitées. Voilà, donc il y a aussi, ça c'est des enveloppes importantes, donc c'est aussi à retravailler, à finaliser, et j'espère bien voir aboutir certains dossiers là pendant ce mandat, en sachant qu'en parallèle on parlait de l'agriculture, on parle de la population urbaine, donc et là on essaye de substituer de l'eau potable pour l'agriculture et aussi pour l'économie. Donc il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, donc il y a aussi des projets où on pourrait utiliser de l'eau traitée sortie de la station d'épuration pour alimenter le secteur économique. Voilà. Vincent a ouvert une perspective. Et on a bien compris qu'il n'attendait pas des réponses précises aujourd'hui. Mais ça tombe bien, il se trouve que ce matin, on s'est vu avec Damien Regaras pour parler de ce sujet, qu'on a acté qu'on aurait une réunion avant le 15 août pour qu'on puisse avancer sur des projets qui, effectivement, sont en capacité d'être engagés probablement l'an prochain, dès lors qu'il s'agit de projets collectifs. On l'a toujours indiqué en ce qui concerne de l'irrigation ou de l'abreuvement. Il y a la question aussi effectivement de la nature des eaux qui peuvent être utilisées sur une vocation agricole. Et puis il y a un dialogue aussi à avoir avec la Chambre d'agriculture pour les engagements réciproques qui sont faits à la fois pour les professionnels de l'agriculture et les collectivités locales qui vont les accompagner. Mais tout cela est bien dans notre ligne d'action. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler d'une façon concrète, je l'espère, même avant la fin de l'année pour certains projets. Voilà. Mais ça montre que ce réchauffement climatique, changement climatique, impacte toutes les activités humaines et économiques. Y a-t-il d'autres questions avant le vote sur ce dernier rapport présenté par Jimmy Baba comme vice-président? Non? Il n'y a pas d'opposition? Pas d'abstention? Merci beaucoup. Alors, on arrive au terme de notre ordre du jour ce soir sur les 19 rapports qui vous étaient proposés. Je voudrais vous dire 2-3 petites choses avant de vous laisser rejoindre la terrasse où il y a des choses qui sont en train d'être préparées. Déjà, je tenais à remercier beaucoup toutes celles et tous ceux qui ont été présents parmi vous aux intercommunales qui ont été organisées le 20 juin dernier. Il y a beaucoup de nouveaux élus qui se sont déplacés pour découvrir ce qu'est Grand Chambéry, ses politiques publiques, ses services à l'occasion de cette matinée qui a été rythmée par 3 séquences de formation qui s'est poursuivie l'après-midi pour les plus courageux avec des visites d'équipements communautaires. C'est d'autant plus méritoire qu'il y avait la concurrence de la part de l'État qui organisait ce même jour, je crois à Montmélian, une journée pour connaître les nouveaux services, enfin les services de l'État au service de... C'était pas le même jour? Le 11 juin? D'accord, donc ça fait peut-être une répétition. Mais je sais que beaucoup avaient dans leur commune un certain nombre de manifestations. J'espère en tout cas celles et ceux qui ont participé, qui ont trouvé leur compte, auront mieux compris ce que fait l'agglomération, identifier des interlocuteurs, élus ou agents, qui sont donc à votre service, au service de vos communes. Et du coup, j'en profite en demandant à M. Savino de remercier l'ensemble des agents qui ont préparé cette journée au regard de la qualité de ce qui a été préparé, je trouve, de l'accueil qui a été fait pour que vous soyez dans de très bonnes conditions d'accueil ce jour-là à Savoie Expo. Je voudrais aussi féliciter 2 de nos collègues élus en Savoie qui font partie de la promotion du 14 juillet pour le chevalier de la Légion d'honneur. Je l'ai fait hier soir au conseil municipal de Chambéry, je le fais ce soir à l'échelle de l'agglomération, puisque 2 de nos anciens parlementaires et anciens ministres, en l'occurrence Patrick Mignola et Hervé Guémard, ont été faits chevaliers au titre de la Légion d'honneur hier pour les services rendus à la nation, et qu'ils en soient félicités pour leur engagement dans la vie publique au service de notre département, mais également de notre nation. Nous nous retrouverons le 24 septembre prochain à 18h30 pour
le nouveau conseil communautaire. Je ne sais pas encore la commune, mais c'est le 24 septembre à 18h30, un peu de teasing. Notez-le déjà dans votre agenda. Évidemment, on vous préviendra sur le lieu exact et je vais laisser la parole à celui qui nous a accueillis. Pour finir, je vous souhaite néanmoins, pour celles et ceux qui le peuvent en prendre, de bonnes vacances et en tout état de cause, un bel été à chacune et à chacun d'entre vous. Damien, pour finir. Merci. Je ne vais surtout pas être long parce que ça sent très bon là-bas. Et c'est prêt parce qu'on me fait coucou. Donc je voulais simplement un petit mot. Je voulais remercier mes collègues élus qui ont fait l'intendance et qui se sont occupés de vous ce soir dans l'ombre. Si on peut les applaudir. Et bien sûr, nous n'avons qu'un seul agent technique dans notre petite commune et il a été à l'œuvre aussi, donc merci à lui. Il n'est pas là ce soir, mais merci à lui. Merci à tous. Bonne soirée. On se retrouve dehors. Bonne soirée à tous.